C'est par un mystérieux rapport de 31 pages, sans titre ni signature, que le scandale éclate. Pourtant, chaque cardinal dont le nom y figurait savait pertinemment ce que cela signifiait, tout comme le pape Léon XIV lui-même. Suivez-moi bien, car c'est ici que l'enquête commence. Le matin du 1er juin 2026, une enveloppe brune scellée atterrit sur le bureau de l'archevêque Edgar Pena-Parra, le substitut de la secrétairerie d'État chargée des affaires internes du Vatican. Sans timbre ni expéditeur, l'enveloppe semblait avoir traversé les murs de marbre. Pena-Parra la fixa pendant 11 minutes, paralysé par un pressentiment sombre. Ce papier lourd et rugueux pesait déjà le poids d'une arme de destruction massive. Des noms, des dates, des transferts financiers occultes et des photos de notes manuscrites composaient ce dossier de 31 pages. Mais c'est une unique phrase, tapée en gras sur la première page, qui glaça le sang de l'archevêque. Le pape ne contrôle pas le Vatican. Ce sont eux qui le font. Avant de poursuivre, prenez un instant pour vous abonner et aimer cette vidéo. Votre soutien est crucial pour révéler ces vérités. Ce matin-là, Pena-Parra ne put aller au-delà de la page 9, les mains tremblantes d'effroi. Après avoir verrouillé l'enveloppe dans son coffre privé, il courut chez le cardinal Pietro Parolin, le secrétaire d'État et plus puissant diplomate de l'Église, entrant dans son bureau sans même frapper. L'absence totale de protocole suffit à alerter immédiatement le secrétaire d'État. En 34 années de service au sein de la curie romaine, Pena-Parra n'avait jamais franchi un seuil sans s'annoncer. Cet homme rigide, dévoué aux procédures administratives, se tenait là, pétrifié par une vérité indicible. « Lis ceci », murmura-t-il simplement en posant l'enveloppe sur la table. Parolin prit les documents, parcourant fébrilement les premières pages avant de sauter directement à la page 14, puis à la page 27. Ôtant ses lunettes, il demanda d'une voix sourde « D'où cela vient-il ? Personne d'autre ne l'a vu, juste toi et moi. » Le silence pesant qui suivit trahissait une panique interne absolue. Sans hésiter une seconde, Parolin composa de mémoire un numéro de téléphone secret pour ne prononcer que 4 mots. « Nous devons nous voir. » L'appel était destiné au cardinal Kevin Farrell, camerlingue de la Sainte Église romaine et préfet du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. En poste depuis 2019, après avoir été évêque de Dallas aux États-Unis, Farrell connaissait parfaitement les rouages administratifs et la corruption qui pouvait y ramper. Quelques heures plus tard, les 3 hommes se réunissaient en secret à la Domus Sancta, là où résidait le pape Léon XIV. Loin des regards, sans aucun secrétaire ni micro, les 31 pages de révélations explosives gisaient sur la table. Pour le secrétaire d'État, l'alternative était terrifiante. Soit il s'agissait d'une machination pour détruire l'Église, soit c'était le document le plus explosif depuis 50 ans. Plongé dans sa lecture, le cardinal Farrell pointa du doigt un paragraphe à la page 11, détaillant des transferts de l'IOR transitant par une société écran au Luxembourg. Ce nom lui rappelait étrangement l'affaire du cardinal Angelo Becciu 2 ans plus tôt. Ce procès fleuve, véritable séisme interne, s'était soldé par un non-lieu technique à cause de mystérieux vices de procédure. Beaucoup soupçonnaient un sabotage délibéré pour bloquer l'enquête, laissant Becciu à jamais suspect mais jamais condamné. Ce flou persistant servait manifestement des intérêts de l'ombre, prolongeant le scandale de Londres qui parasitait le Vatican depuis 4 ans. L'affaire avait coûté des centaines de millions d'euros, révélant des détournements massifs entre Rome et l'Australie. Le pape François avait retiré ses prérogatives à Becciu en 2020, choquant l'Église. Pourtant, ce procès était devenu une comédie orchestrée par des experts de la manipulation. Si ces virements sont authentiques, lâcha Pena-Parra, le procès Becciu a été piloté de bout en bout. Mais par qui ? Demanda Farrell. Personne ne répondit, car la page 19 le révélait. La révélation qui découlait de ces écrits s'avérait d'une violence inouïe pour l'institution. Depuis plus de 10 ans, un cartel informel composé de 7 hauts dignitaires, dont 3 cardinaux, 2 archevêques et 2 dirigeants d'organismes financiers, tirait les ficelles au sein du Saint-Siège. Sans structure légale, sans charte ni nom officiel, ce groupe secret agissait dans l'ombre absolue. Ils utilisaient des intermédiaires, des messageries chiffrées et des téléphones prépayés achetés en Suisse. Leurs rares réunions physiques se tenaient 2 fois par an, hors de Rome, près du lac de Caume ou à Genève, avec un seul but:
régner en maître sur l'argent et le pouvoir du Vatican. Aucune ambition théologique ou idéologique n'animait ces hommes. Seul comptait le contrôle bureaucratique absolu de l'institution. Selon le rapport, ce réseau avait influencé la nomination de nonces en Amérique latine et en Afrique, détourné les fonds de l'IOR vers des investissements opaques pour enrichir leurs diocèses alliés, et bloqué systématiquement les audits ordonnés par le pape François pendant ses 3 dernières années de règne. Mais la force de ce complot ne résidait pas tant dans son secret que dans sa banalité quotidienne. Chaque décision administrative prise individuellement paraissait anodine, un simple retard technique ou un choix de routine qui n'éveillait aucun soupçon. Si nous assemblons ces pièces du puzzle, un schéma de domination totale apparaît sur une décennie entière. Le pape François, décédé le 21 avril 2025, se savait menacé de l'intérieur. Ses velléités de transparence financière et d'audits indépendants avaient été méthodiquement étouffées, non par une rébellion ouverte, mais par l'inertie calculée de l'administration vaticane. François voulait aller vite, le réseau préférait la lenteur, et à Rome, c'est toujours la lenteur qui l'emporte. Une question terrifiante hantait désormais les 3 hommes de la Domus Sancta. Ce système agissait-il encore sous le pontificat de Léon XIV? Le Saint-Père doit le savoir, insista Farel. Parolin redoutait les conséquences politiques d'une fausse alerte qui détruirait à jamais la crédibilité du nouveau pape. Mais Farel répliqua d'un mot tranchant. Si ce rapport est vrai et que nous nous taisons, nous devenons complices. Ce terme résonna douloureusement dans l'histoire de la Curie, évoquant des siècles de scandales étouffés sous couvert de secret pontifical. Si le Vatican a survécu 2000 ans grâce à sa maîtrise absolue du silence, Farel brisait ce dogme en montrant que l'omerta avait un coup destructeur. Dès le soir du 1er juin, le cardinal Parolin décida de franchir le pas en sollicitant en urgence une audience privée auprès de Léon XIV. Rompre l'agenda officiel du souverain pontife, habituellement calé sur les lundis et jeudis matins, était une démarche inouïe. Cette demande d'entretien improvisé un dimanche soir constituait un signal d'alarme que Léon XIV capta immédiatement. Robert Francis Prévost n'était pape que depuis 13 mois. Premier Américain de l'histoire à s'asseoir sur le trône de Saint-Pierre, cet ancien évêque né à Chicago avait été forgé par des années de mission au Pérou, avant que François ne l'appelle à la Curie en 2023. Son élection inattendue le 8 mai 2025 avait déjoué tous les pronostics grâce à un don unique, sa capacité à décoder les mensonges. Sans être lui-même un manipulateur, le pape possédait un flair exceptionnel pour démasquer la duplicité d'autrui. Ces années passées à naviguer au sein de l'Église péruvienne, où les trahisons étaient courantes, l'avaient vacciné contre l'hypocrisie des courtisans. Il décelait la moindre esquive derrière le jargon procédural romain. Au Pérou, confronté à des détournements de fonds massifs, il avait vu des prêtres intègres être écartés, tandis que des médiocres s'élevaient par leur silence complice. Comme nous allons le découvrir ensemble, cette lucidité implacable, forgée sur le terrain, allait devenir son arme absolue face à la conspiration qui menaçait désormais les fondations du Vatican. Les institutions ne se corrompent jamais d'elles-mêmes. Ce sont les hommes qui s'en chargent, par des choix précis et calculés. Ce soir-là, à 21h15, le secrétaire d'État Pietro Parolin pénètre dans le cabinet papal. Installé à son bureau, le pape Léon XIV parcourt une note sur le prochain synode. En levant les yeux, le souverain pontife remarque l'enveloppe et la mine défaite de son collaborateur. « Asseyez-vous, Pietro » murmure-t-il. Parolin s'exécute et pose le lourd dossier sur la table. Ce document anonyme a été remis le matin même à l'archevêque Penapara. Le contenu est soit d'une importance historique, soit d'une dangerosité absolue. D'un geste d'une lenteur calculée, le pape commence alors sa lecture, pesant chaque mot. Parolin l'observe en silence. Le visage du souverain pontife reste de marbre durant les 12 premières pages. Puis, à la 13e, tout bascule. L'image d'une note manuscrite s'affiche sous ses yeux. Une écriture immédiatement identifiable pour quiconque arpente les couloirs du pouvoir romain. Celle d'un cardinal toujours en activité, influent et respecté. L'ordre écrit est limpide. Retarder l'audit, détourner le virement de Milan et verrouiller la nomination du nonce à Bogota. Léon XIV repose lentement le papier et fixe le secrétaire d'État d'un regard glacial. « Depuis combien de temps le savez-vous » Parolin répond. « Depuis ce matin, très Saint-Père. »
Ce n'est pas ce que je vous demande, réplique le pape d'une voix basse mais tranchante comme une lame de rasoir. Je vous demande depuis quand vous savez qu'une telle chose existe. Face à cette question, Parolin hésite. Un silence lourd s'installe dans la pièce pendant près de 30 secondes. Puis il avoue enfin. Il y a des rumeurs depuis des années, des murmures de couloir, mais rien de concret que je puisse vous présenter ou soumettre au pape François, sans preuve. Le souverain pontife insiste. Et aujourd'hui, vous les avez, ces preuves. Le secrétaire d'État tempère. J'ai un document qui prétend l'être. Je ne peux rien certifier. Léon XIV referme sèchement le dossier, se lève et s'approche de la fenêtre donnant sur une place Saint-Pierre déserte, baignée par la lumière dorée de la basilique. Quand il reprend la parole, sa voix n'est pas en colère. Elle est glaciale et inflexible. Le pape ordonne. Je veux le réviseur général dans mon bureau, demain matin à 7 heures. Je veux la liste complète de toutes les transactions de la Banque du Vatican signalées ces 4 dernières années. Et je veux que le cardinal Farel lance une enquête discrète, sous mon unique autorité. Parolin s'inquiète des fuites, mais Léon XIV coupe court. Si la rumeur se propage, nous saurons immédiatement qui sont les coupables, car ce seront les premiers à paniquer. Cette nuit-là, le souverain pontife ne dort pas. Un employé du palais confiera plus tard qu'il a relu le dossier 3 fois, comparant chaque nom avec l'annuaire interne du Vatican et annotant les marges en rouge. À l'aube, son bureau déborde de documents et son stylo rouge n'a plus d'encre. Le matin du 2 juin, le réviseur général Alessandro Cassinis Rigini arrive au palais apostolique à 6h45, 15 minutes avant l'heure du rendez-vous. Monseigneur Leonardo Sapienza l'accueille et le conduit directement au bureau privé du Saint-Père, évitant les salons d'attente habituels. Le pape l'attend, assis devant un dossier mystérieux dissimulé sous une chemise. Rigini ignore tout du motif de cette convocation urgente. Sans préambule, Léon XIV lui donne ses ordres. « Alessandro, j'ai besoin que vous extrayiez les archives de la Banque du Vatican entre janvier 2021 et décembre 2024. Concentrez-vous sur les virements suspects hors de la juridiction italienne. » Rigini écarquille les yeux. « Très Saint-Père, c'est une quantité astronomique de données. Cela va nous demander des semaines. » La réponse du pape fuse, implacable. « Vous avez 48 heures, et ce n'est pas une suggestion. » Rigini quitte la pièce à 7h20. Dès 8 heures, il réunit 4 auditeurs de confiance et sécurise l'accès au serveur de la banque. À midi, 17 transactions suspectes pour un total de 41 millions sont identifiées. Le code d'autorisation utilisé appartient à un haut responsable, autrefois rattaché au cardinal Becciu, lorsqu'il était substitut. Un homme qui étouffait méthodiquement toutes les alertes depuis 3 ans. Dès que ces révélations parviennent au cardinal Farel cet après-midi-là, il alerte immédiatement le corps de la gendarmerie de l'État de la Cité du Vatican, cette force d'élite chargée de la sécurité intramuros. Il s'entretient directement avec l'inspecteur général Gianluca Gauzzi Blocoletti, un professionnel chevronné qui dirige l'institution depuis 2019. « J'exige une surveillance physique et électronique extrêmement discrète sur 3 cibles précises », lui confie Farel. L'autorisation émane directement du Saint-Père. Ayant servi sous 3 papes différents au cours de sa carrière, Gauzzi Blocoletti ne pose aucune question. Il sait quand il faut obéir. En moins de 2 heures, l'équipe de gendarmerie place sur écoute les communications des 3 suspects. Les relevés des 6 premières heures confirment les pires craintes du dossier. Ce réseau occulte est en alerte et réagit déjà à la menace. Mais une information capitale échappe encore aux enquêteurs. Le document n'a pas été envoyé qu'au pape. Un second exemplaire a atterri chez l'un des 7 suspects désignés, le cardinal Domenico Ferrara. À 73 ans, ce vétéran de la curie affiche 40 ans de service. Nommé en 2022 à la tête de l'APS1, l'administration du patrimoine, il gère en secret le gigantesque parc immobilier du Vatican. Ce département gère un portefeuille estimé à 4 milliards. C'est l'un des organes les plus puissants et les plus opaques du Saint-Siège. Le cardinal Ferrara a reçu sa copie du dossier chez lui, à Rome, le matin même où Parolin découvrait la sienne. Après 30 minutes de lecture anxieuse, il a brûlé les pages dans la cheminée de son bureau, malgré la chaleur de ce début de juin. Il sait que la tempête approche. Pas parce qu'il est coupable de tout, mais parce qu'au Vatican, la vérité et l'apparence sont des monnaies bien différentes, et quelqu'un utilise les deux contre lui. À 16 heures, le 2 juin, Ferrara passe 3 appels.
Le premier est pour l'archevêque Ilson de Jesus Montanari. Le second appel est destiné à un conseiller financier à Zurich, un homme absent des annuaires du Vatican. Le troisième aboutit à Washington, chez un ancien ambassadeur américain auprès du Saint-Siège sous la précédente administration. Chaque appel dure moins de 4 minutes et transmet le même message. L'étau se resserre. Ce que Ferrara ignore, c'est que la gendarmerie enregistre tout. Les transcriptions de ces 3 conversations sont remises au cardinal Farel avant le coucher du soleil. Le soir du 2 juin, le pape Léon XIV reçoit le rapport préliminaire. L'image qui se dessine est bien plus sombre et terrifiante que tout ce qu'ils avaient imaginé. Le réseau décrit n'a rien d'une conspiration théâtrale. Pas de réunions secrètes à minuit dans des cryptes, ni de messages codés glissés sous les portes. C'est un engrenage bien plus banal, et donc infiniment plus redoutable. Un système d'échange de bons procédés, d'intérêts partagés et d'inaction délibérée, solidifié sur plusieurs décennies en un véritable gouvernement de l'ombre. Dans la salle à manger de la résidence Sainte-Marthe, le pape et le cardinal Farel laissent leurs assiettes refroidir. « Jusqu'où cela va-t-il » interroge Léon XIV. Farel répond. D'après les conclusions de Righini, au moins 4 dicastères sont touchés. Nomination, finances, déclaration publique, tout était coordonné. Coordonné par qui? S'inquiète le pape. C'est tout le problème, très Saint-Père, soupire Farel. Il n'y a pas de dirigeant unique. Ce groupe fonctionne par consensus entre 7 membres. Si l'un tombe, les autres continuent. Cette structure est conçue pour survivre à votre intervention. Léon XIV demande alors si l'affaire Fiducia Supplicans, cette déclaration controversée de décembre 2023 sur la bénédiction des couples de même sexe, y est liée. Farel hésite. Ce texte avait provoqué un schisme pastoral inédit, rejeté par des conférences épiscopales entières en Afrique. Le rapport montre que le réseau n'a pas manipulé le fond du dogme, mais le calendrier. Tout était une question de timing. La publication de ce rapport explosif n'avait rien d'un hasard. Calculé précisément pour coïncider avec l'hospitalisation du souverain pontife, au moment exact où il était le moins armé pour en affronter le choc. Devant la gravité des révélations, Léon XIV écarta son assiette d'un geste sec. Sa décision était prise. Pas question de négocier. Il fallait frapper fort et frapper tout le monde en même temps. Face à lui, Farel comprit immédiatement l'ampleur de la tempête qui s'annonçait. S'attaquer à ces hommes, influents sur 3 continents, exigeait des mesures hors normes. Mais pour le pape, ces cardinaux avaient trahi leurs vœux les plus sacrés. Le matin du 3 juin, il convoqua d'urgence ses 9 conseillers clés. Alors qu'il avait initialement prévu une seule réunion annuelle pour ce conseil restreint, le pape brisa son propre calendrier en les rappelant d'urgence à Rome à peine 5 mois plus tard. Dans l'urgence, seuls 6 des 9 cardinaux purent rejoindre le Vatican avant la nuit, dont les influents prélats de Luxembourg, de Kinshasa et de Boston. Dans le secret des bureaux pontificaux, Paroline et Farel déroulèrent l'épreuve pendant 2 heures d'un exposé accablant, reçu dans un silence de plomb. C'est le cardinal O'Malley qui brisa la glace en qualifiant l'affaire de pire crise interne depuis les scandales financiers des années 80, tandis que Hollerich, inquiet, mettait en garde contre une chasse aux sorcières dévastatrice. Éviter à tout prix un nouveau déballage médiatique était la priorité absolue de certains prélats réunis ce soir-là. Mais le cardinal Ambongo balaya cette prudence d'un revers de main, assurant que l'Église ne pouvait plus se permettre de protéger ses propres prédateurs. Pendant 1 heure encore, les avis s'affrontèrent violemment entre les partisans d'une enquête interne discrète et minutieuse et ceux qui exigeaient une riposte immédiate avant que les preuves ne soient détruites. C'est alors que Léon XIV se leva, figeant instantanément l'Assemblée. D'un ton glacial, il coupa court aux discussions en annonçant qu'il n'était pas là pour délibérer, mais pour agir avec justice, avant de leur exposer sa stratégie. Le plan du pape était d'une audace inouïe. Il allait affronter lui-même, les yeux dans les yeux, chacun des suspects identifiés. Sans lettre officielle ni intermédiaire, il leur accorderait 24 heures pour démissionner de leur plein gré, sous peine d'être révoqués par décret. Quand Parolin s'enquit du sort du puissant cardinal Ferrara, la réponse tomba comme un coup près. Il ouvrirait le bal. L'affrontement eut lieu l'après-midi du 3 juin, au Palais apostolique. Convoqué à 15 heures précises, Ferrara pénétra dans le bureau papal avec sa soutane d'apparat. Sûr de lui et fort de son immense expérience,
le prélat avait minutieusement préparé sa ligne de défense. Toutes ces ruses juridiques, ses rappels de jurisprudence et ses objections de procédure s'avérèrent totalement inutiles. En entrant, Ferrara trouva Léon XIV debout derrière son bureau, le visage fermé, refusant toute politesse d'usage ou même de l'inviter à s'asseoir. Le pape brandit une simple feuille, sa lettre de démission déjà rédigée, invoquant de prétendus problèmes de santé pour justifier sa retraite. Face à la stupéfaction du cardinal, qui réclamait le droit de se défendre, le pontife répliqua d'un ton cinglant que détruire sa copie personnelle du dossier de preuve constituait son unique réponse. Blême, Ferrara comprit alors que le piège venait de se refermer. Non content d'avoir fait disparaître ces documents compromettants, vous avez immédiatement passé 3 appels téléphoniques suspects, notamment à Zurich et aux États-Unis. Ce ne sont pas là les actes d'un homme innocent, martela le pape. Devant ces faits implacables, Ferrara perdit ses mots, son assurance se muant lentement en une panique sourde. En 40 ans de carrière au Vatican, ayant survécu à 4 pontificats successifs, il n'avait jamais croisé un regard aussi déterminé que celui de Léon XIV. C'était le regard d'un juge qui avait déjà tranché et attendait simplement l'exécution de la sentence. « Vous disposez de 24 heures, conclut le souverain pontife d'une voix calme. Une fois ce délai expiré, l'autorité papale s'imposera d'elle-même, privant le prélat de toute marge de manœuvre. » Saisissant la lettre de démission, Ferrara s'éclipsa sans ajouter un mot. Dès minuit, ce 3 juin, une onde de choc invisible parcourut les couloirs du Vatican, alimentée par des mouvements nocturnes inhabituels et un renforcement de la gendarmerie autour de la Banque du Vatican. Tandis que les bureaux de l'auditeur général restaient mystérieusement éclairés très tard, une journaliste italienne alerta sa rédaction en soulignant que l'effroi régnait derrière les murs de la curie. Dès le lendemain matin, au lever du jour, la démission officielle du cardinal Ferrara était enfin déposée. Un communiqué laconique, diffusé par le bureau de presse du Saint-Siège, confirma sobrement le départ du cardinal pour convenance personnelle. Très vite, l'effet domino se fit sentir, avec le départ forcé de l'archevêque Montinari et du patron laïque de l'autorité d'information financière. Si 3 cibles venaient de tomber, les 4 autres accusés décidèrent quant à eux d'engager un bras de fer acharné avec le souverain pontife. Persuadés que l'institution vaticane finirait par étouffer l'affaire pour préserver sa réputation et sa stabilité financière, ces derniers misèrent sur une guerre médiatique d'usure pour contraindre le Vatican à battre en retraite. Quelques heures plus tard, une entrevue secrète réunit le pape et son secrétaire d'État, le cardinal Parolin, pour évaluer la situation. Devant la résistance des frondeurs, Léon XIV afficha une froide détermination, rejetant les vieilles habitudes d'impunité qui régnaient autrefois au sein de la curie. À 17 heures précises, la foudre s'abattit sous la forme de 4 décrets pontificaux révoquant sur le champ les hauts dignitaires insoumis. Pour ce faire, le souverain pontife s'appuya judicieusement sur une clause d'urgence de la Constitution Praedicate Evangelium de 2022, lui octroyant les pleins pouvoirs de réorganisation interne. Cette arme juridique redoutable, bien que créée par son prédécesseur le pape François, n'avait encore jamais été activée. Là où François préférait la diplomatie pastorale et la patience, Léon XIV choisit de restaurer l'ordre par la force des actes. À 18h15, le Saint-Siège publia une note officielle édulcorée, évoquant de simples ajustements administratifs et insistant lourdement sur le terme de renouveau. Mais dans les secrets des palais, personne ne s'y trompa. Il ne s'agissait pas d'une réforme ordinaire, mais bien d'une purge historique. La réunion à huis clos qui suivit avec ses cardinaux conseillers s'annonçait d'une intensité rare. Bien qu'aucun enregistrement officiel n'ait filtré de cette séance privée, les propos du pape marquèrent profondément les esprits. Selon le cardinal Ambongo, Léon XIV rappela avec force que l'Église n'était pas une multinationale gérée par des actionnaires dans l'ombre, mais la maison des fidèles. Rappelant la mission de service de chaque membre du clergé, il affirma sa volonté de mettre un terme définitif à l'époque des arrangements secrets. Devant cette profession de foi d'une rare sincérité, un profond silence s'installa avant que chaque cardinal ne se lève spontanément pour lui serrer la main, un geste de solidarité totale en dehors de tout protocole. Pendant plusieurs semaines, les répercussions de ce coup de force continuèrent d'ébranler les fondations de la cité papale. Entre chaos contrôlé et rumeurs de guerre de factions, l'audace de Léon XIV suscita autant d'admiration que d'inquiétude quant à la vengeance possible de ses ennemis déchus.
À l'international, les réactions ne se firent pas attendre. Washington resta prudent, tandis que Bruxelles initiait de discrètes enquêtes financières sur les flux liés à la Banque du Vatican. Aujourd'hui encore, nous pouvons mesurer à quel point cette purification interne, évoquée sobrement par le cardinal Ombongo, a changé le cours de l'histoire religieuse moderne. Pourtant, un détail crucial est resté presque totalement ignoré des médias. Le soir du 4 juin, alors que les décrets venaient d'être publiés et les démissions acceptées, le pape Léon XIV est retourné dans sa chambre de la résidence Sainte-Marthe. Il s'est assis à ce petit bureau de bois près de la fenêtre. Là, il a ouvert son journal intime, ce vieux carnet de cuir qu'il gardait précieusement depuis ses années au Pérou, pour y inscrire une unique ligne. Personne en dehors de l'entourage pontifical ne sait ce qu'il a écrit, mais un membre de son personnel passant devant la porte entr'ouverte l'a vu refermer l'ouvrage, poser sa main à plat sur la couverture et baisser la tête. Ce n'était pas un geste de prière, mais d'épuisement. L'épuisement d'un homme constatant les rouages brisés de son institution. Ce dossier à l'origine du scandale est resté verrouillé dans les archives secrètes du Vatican, sous un sceau que seul le pape ou son successeur peuvent briser. L'identité de l'expéditeur n'a jamais été confirmée. Certains pensent à un initié écœuré par la corruption. D'autres y voient une manœuvre calculée par une faction rivale pour s'emparer du pouvoir. Enfin, une troisième théorie, murmurée dans les couloirs de la curie, suggère que Léon XIV lui-même aurait commandité ce rapport. Il aurait chargé un allié de rassembler les preuves pour lui envoyer anonymement, s'offrant la couverture politique idéale pour purger l'institution sans trahir ses plans. Le pape n'a jamais commenté cette rumeur. L'homme en blanc s'est toujours refusé à confirmer ou démentir ces spéculations. Interpellé par un journaliste sur les marches du palais apostolique, il s'est arrêté, a fixé son interlocuteur et a simplement répondu que la vérité n'a pas d'auteur, elle existe, c'est tout. Dans les semaines qui ont suivi, le Vatican a lancé une refonte historique de ses finances, nommant des auditeurs externes pour la première fois et créant une commission d'éthique rattachée directement au pape. Chaque mesure provoquait la colère en interne, mais l'admiration du public. Cet Augustin venu de Chicago, ayant vécu dans les montagnes du Pérou sans jamais chercher le pouvoir, a accepté sa charge comme un fardeau nécessaire. Il venait d'accomplir ce que tout le monde croyait impossible. Il a osé affronter ce système occulte qui maintenait le Vatican sous perfusion depuis des décennies. Ce réseau invisible d'influence qui dictait chaque décision, chaque nomination, chaque virement bancaire. Et il a dit non. Pas avec de grands discours ou des encycliques, mais par des actes rapides, tranchants et irréversibles. Ce faisant, il a répondu à la question cruciale posée à la première page de ce fameux dossier secret, à savoir qui contrôle réellement le Vatican. Pour la première fois depuis bien longtemps, la réponse était claire, c'était le pape. Si cette enquête vous a captivé, partagez-la autour de vous. Abonnez-vous, laissez un commentaire et restez avec nous, car les secrets du Vatican dépassent souvent de très loin la fiction.